Fenot, Amigon, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans... non, j'ai foiré mon lancement. Amis Fenot, Amigon, bienvenue dans le blog Fenot, le mag, votre nouveau rendez-vous consacré au OL Lyon. Et oui, il va falloir s'y habituer. Pas de 36e débrief donc, puisque la saison des Lyonnaises est terminée. Je vous propose donc un format un peu plus magazine pour suivre l'actualité de cette intersaison. Pour ce premier numéro, on va tout d'abord dresser le bilan de cet exercice 2024-2025, et si je devais le résumer en un mot, ce serait frustrant. On fera le point sur quelques chiffres et statistiques, et on organisera le conseil de classe en établissant un classement des moyennes des notes que j'ai attribuées à nos Fenotes depuis janvier. Allez, c'est parti! Alors, que dire de cette saison 2024-2025 qui vient de s'achever? Alors, quelques chiffres pour commencer. Une compétition gagnée, le championnat de France pour la 18e fois en 19 éditions. 92 buts inscrits en saison régulière de Première Ligue, 7 en play-off, 19 en phase de poule de Ligue des Champions, 9 en phase finale, soit un total de 127 buts marqués, toutes compétitions confondues. Côté buts encaissés, c'est 7 en saison régulière de Première Ligue, 1 en play-off, 1 en phase de poule de LDC, 6 dans les phases finales, soit 15 buts encaissés. Et donc une différence totale de plus 112. Si on compare par rapport à la saison précédente, c'est 134 buts marqués contre 21 encaissés, soit une différence de plus 113, mais avec 5 matchs de plus puisqu'on a été éliminé plus tôt cette année en Ligue des Champions et en Coupe de France. L'OL féminin, c'est aussi une invincibilité en Première Ligue, 22 victoires et 2 nuls contre le PFC, un carton plein en phase de poule, 3 victoires et une défaite en phase finale de Ligue des Champions, celle qui a fait très mal contre Arsenal, et une élimination en Coupe de France dès l'entrée en lice contre Reims. 31 victoires, 2 nuls, 2 défaites si on considère l'élimination au tir au but, soit un ratio de 89% de victoires. Mais les chiffres ne racontent pas tout, et là forcément on pense à ce faux pas en Coupe de France. Joe Montemurro avait choisi d'aligner une équipe B qui, soyons honnêtes, n'a pas pris la mesure de l'enjeu. Alors pour plusieurs raisons, Alors déjà le coach n'avait droit qu'à 16 joueuses à sa disposition. Amel Majri était blessée mi-décembre contre Nantes et Melchi Dumornay était grippée. Sophie Svava aussi, même si elle s'est remise à temps. Mais on pourra discuter de certains choix, Ce mois de janvier n'était pas particulièrement chargé et peut-être qu'une remplaçante de luxe comme Wendy Renard ou Selma Bacha aurait pu changer la donne. Et puis bon, les conditions, un froid glacial, un terrain synthétique et un éclairage franchement ignoble. Le match a manqué en intensité, D'ailleurs le trio offensif composé de Tabitha Chawinga, Ada Egerberg et Vicky Béchaud n'a pas fonctionné face au bus rémois qui s'est fait sortir au tour suivant face aux rivales stéphanoises, ce qui peut laisser place à quelques regrets. L'autre défaite marquante de la saison, c'est évidemment celle contre Arsenal, une défaite incompréhensible tant le boulot avait été fait à l'aller à l'Emirates. Le choix de repositionner Dumornay au milieu et de persister avec Chawinga en attaque n'a pas payé, et surtout une inefficacité offensive assez criante. Rappelons la statistique contre Galatasaray, 41 tirs donc 14 cadrés et seulement 3 buts. Au final, une saison qui aurait pu être meilleure, qui aurait même dû être meilleure selon Corventina. Avant de démarrer ce conseil de classe, si vous appréciez ce nouveau format un peu plus éditorial, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne Oh Bien Joué. Puisque j'ai mis en place les notes des joueuses à partir de janvier, j'avais envie de vous partager les moyennes globales sur la deuxième partie de saison, mais je dois vous avouer une petite chose. Il y a une note que j'ai modifiée a posteriori, celle de Vanessa Gilles contre Arsenal. Je lui avais attribué un 0 pointé parce que franchement, elle était totalement passée à côté de son match, et même si ça ne changera pas grand chose, j'ai choisi de lui mettre un petit point bonus. Pourquoi? Parce que très peu de joueuses, voire même joueurs, ont le courage de venir s'exprimer après un match aussi calamiteux. Et Vanessa l'a fait en zone mixte avec des mots justes et une posture digne, et pour ça, respect éternel. Côté méthodo, j'ai retiré du classement les joueuses non titulaires ou n'ayant pas joué au moins 45 minutes dans 5 matchs ou plus. Ça veut dire par exemple qu'Amel Majri ne figurera malheureusement pas dans ce classement, et pourtant avec ses 4 titularisations dans cette seconde partie de saison, elle avait récolté une moyenne de 7,6, soit la plus élevée du groupe. Alors bien sûr je voulais quand même lui accorder une mention spéciale parce que non seulement c'est l'une de mes joueuses préférées, je ne m'en suis jamais caché, mais aussi parce qu'elle a souvent été décisive en cours de jeu. 7 buts, 3 passes décisives cette saison, notamment dans des matchs qui sentaient le roussi. Et c'est pour les mêmes raisons que vous ne verrez pas Ada Egerberg, sur qui Joe Montemurro n'a pas vraiment compté. 4 titularisations également en 2025. Alors au fond, ces notes, c'était surtout un prétexte pour exprimer mon point de vue, m'éloigner un peu du simple reporting des débuts et engager un débat avec vous dans les commentaires. Alors ces notes auront vraiment la valeur que vous voudrez bien lui donner, alors considérez-les comme un indicateur d'un support
supporters, c'est donc forcément subjectif. On va commencer par la moyenne la plus basse, elle est attribuée à Tabitha Chawinga, 5,2 sur 10 pour cette deuxième partie de saison, 9 buts, 2 passes D, contre 25 buts et 7 passes décisives l'an dernier avec le PSG. On va peut-être plus parler d'une déception qu'un véritable flop, la Malawi demeure une joueuse excellente, on peut peut-être attribuer ça à une difficulté dans l'adaptation, même si j'ai trouvé qu'elle avait quand même subi une baisse de régime depuis la 13e journée contre son ancienne équipe, sans parler de cette demi-finale retour contre Arsenal où elle n'a pas su se dépatouiller de la défense, alors qu'elle était plutôt réputée pour sa capacité à éliminer. On espère qu'elle arrivera suffisamment à trouver ses marques pour dérouler la saison prochaine. 5,3 pour Vicky Béchot. Alors c'est un petit peu différent, hein, elle n'a que 21 ans, mais c'est tout de même sa 4e saison avec l'OL. Je remarque qu'elle a quand même un tout petit peu de mal à saisir les opportunités lorsque Joe Montemurro lui a offert du temps de jeu. Je pense évidemment à son match contre Reims où elle s'est vraiment compliqué la vie avec des gestes techniques qui n'étaient pas vraiment pertinents. Et au vu de sa forme récente en U23, on est en droit, comme pour Tabitha, d'en attendre mieux pour la saison qui suit. Christiane Endler, 5,8. Alors la note peut paraître basse. Le souci, c'est que en général, elle a récolté des notes de 6 parce qu'elle n'était pas forcément inquiétée. Elle a pu faire le job tout au long de cette saison. On pourra revenir également sur ces 4 buts pris contre Arsenal en demi-finale retour, mais loin de moi l'idée de mettre cette défaite sur le dos de la Chilienne, qui je rappelle a été tout de même élue meilleure gardienne sur ce championnat. Une note qui fera peut-être débat, Lindsay Horan, devenue entre-temps Lindsay Hips, suite à son mariage, a récolté une moyenne de 5,9. Alors la saison de la championne olympique est un petit peu en demi-teinte, c'est quand même 13 buts et une passe décisive, mais si on regarde uniquement cette deuxième partie de saison, c'est seulement 3 buts marqués. Elle a souvent livré des prestations décevantes en cette fin de saison, à l'image de ce milieu de terrain qui a quand même un petit peu manqué de liant. 5,9 également pour Ellie Carpenter. En pareil, des matchs un petit peu en dents de scie. Sur une même rencontre, elle est capable d'alterner le bon et le moins bon. On poursuit avec sa compagne, Danielle Van de Donk, avec une moyenne de 6 sur 10. Une année 2025 un petit peu compliquée, marquée par quelques blessures. Ça a été beaucoup mieux sur cette fin de saison. J'ai trouvé qu'elle avait pu enchaîner des matchs hyper intéressants. Au total, cette saison, c'est quand même 7 buts et 2 passes décisives. Selma Bacha, 6,3. Alors on notera également qu'elle a été absente une bonne partie de la saison, mais cela n'a rien enlevé à sa rapidité, à sa qualité dans les coups de pied arrêtés. Néanmoins, parfois quelques pertes de balles qui donnent des situations adverses. Je me rappelle également de ce match retour contre le Bayern où elle s'est fait un petit peu enguirlander par Wendy lors du but encaissé. Vanessa Gilles, 6,4. Une note qui aurait pu être plus haute sans son non-match contre Arsenal en demi-finale retour. C'est tout de même 9 buts, une passe décisive, un jeu de tête absolument crucial. C'est quand même 14 titularisations sur 18 en 2025. Et nul doute qu'elle manquera à cet effectif la saison prochaine. Sophie Zvava, même note. J'ai trouvé que c'était plutôt une excellente remplaçante de Selma Bacha. Alors c'est pas tout à fait le même style, mais on peut louer sa qualité de centre. J'ai plutôt aimé ses prestations cette saison. Alice Sombat, 6,4 également. Alors des titularisations récentes, notamment l'absence de Wendy Renard, mais j'ai trouvé qu'elle avait plutôt bien fait le job. Et même si je suis très triste du départ de Vanessa Gilles, j'espère qu'elle formera la charnière centrale titulaire avec Wendy Renard. En tout cas, je place beaucoup d'espoir en notre jeune française. Jennifer Marojane récolte la note de 6,4. Alors toujours aussi précieuse en coup de pied arrêté. Elle était peut-être un petit peu moins meneuse de jeu ces derniers temps, mais j'aurais été plutôt satisfait de la revoir plus sur le terrain qu'avec Sonia Bonpastor. Et elle aussi nous manquera beaucoup, nous y reviendrons. On monte un petit peu avec Damaris, 6,5. Alors elle a vraiment fait le job en sentinelle, voire même en 5e défenseuse. En général, quand elle était placée en numéro 6, j'étais plutôt serein. Même moyenne pour Sarah Debritz, avec 9 titularisations en 2025. Des prestations plutôt solides pour l'Allemande. Et la médaille en chocolat sera attribuée à Eugénie Le Sommer avec 6,6 sur 10, ce qui est quand même pas mal. 11 buts cette saison, moins de temps de jeu, quelques blessures qui ont émaillé son année. Et donc peut-être un peu moins rapide sur des passes en profondeur, mais bon, ça reste quand même une immense joueuse. Ce qui nous amène à notre podium. La 3e place est attribuée à Kadidiatou Diani, qui récolte une moyenne de 6,9.
c'est tout de même 16 buts et 4 passes décisives. Alors j'étais assez critique en début d'exercice sur son manque d'efficacité, mais j'ai l'impression que son rôle a changé, qu'elle s'était beaucoup plus fait remarquer sur son rôle d'ailière. Elle était assez protagoniste, beaucoup d'occasions, notamment avec ses centres, aussi ses corners qu'elle arrivait à se procurer, et donc une très bonne saison pour la Française. La médaille d'argent est attribuée à sa compatriote Wendy Renard avec 7 de moyenne, 8 buts tout de même. Hein. J'ai trouvé parfois qu'en début de saison, elle avait des relances qui faisaient un tout petit peu peur. Mais quand même, notre capitaine reste une des valeurs sûres de l'OL. Toujours en maîtrise et bien sûr, parfois décisive de la tête. Et enfin, sans surprise, la meilleure moyenne est attribuée à notre haïtienne, à Corventina Melchi Dumornay, avec 7,1, 22 buts, notre meilleure buteuse cette saison, 2 passes décisives. Je me suis rappelé il y a quelques temps qu'elle n'avait que 21 ans. Elle a été élue meilleure jeune joueuse européenne par The Athletic, alors que pour moi, elle joue comme si elle avait 5 ans d'XP en plus. C'est assez hallucinant. Bravo à elle. Et surtout, j'espère qu'elle nous ramènera quand même à l'avenir une coupe aux grandes oreilles parce qu'elle le mérite très franchement. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à laisser en commentaire vos tops et vos flops pour cette saison. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro du magazine du blog Fenote. La prochaine édition traitera du changement d'air avec le départ de nombreuses joueuses ainsi que du rebranding de l'Olympique Lyonnais en OL Lyon. D'ici là, amis Fenote, amis Gone, portez-vous bien, on se retrouve très vite puisque que ce soit l'Olympique Lyonnais ou désormais les OL Lyon, cela décidément, ce sont bien notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!